pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses pieds. Lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité. Alors, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Votre émission, c'est La Voix du Livre. C'est une émission qui reçoit des auteurs à chaque fois qu'on est intéressé sur un ouvrage. Alors pour cette nouvelle édition, il y aura beaucoup de choses. Nous avions la possibilité aujourd'hui de recevoir l'auteur sur ce plateau et nous aurons, comme il est de coutume dans notre émission, un spécialiste qui est toujours là, notre consultant. Ensemble, nous allons essayer de parcourir les métiers de la littérature qui sont très importants parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos jeunes qui voudraient s'intéresser dans la littérature et ils ont aussi des difficultés. Alors par la suite, nous aurons aussi un buzz de cette émission qui vous permet justement de pouvoir gagner des lots dans cette émission. Et comme il y a eu aussi beaucoup, peut-être on aura aussi le temps de vous dévoiler quelques réponses et surtout aussi les élus qui ont pu gagner un lot dans cette émission. Alors, pour cette nouvelle émission, nous allons tout simplement rencontrer une dame qui a commis des ouvrages et nous avons estimé qu'il est nécessaire que nous essayions tous ensemble de comprendre et surtout pour ceux qui veulent acquérir l'ouvrage qui puissent se diriger à la maison d'édition concernée. Alors, pour cette nouvelle édition, donc, nous allons tout simplement à la rencontre de Madame Sophie Françoise Mbapambe, j'espère que je dis bien le nom. Alors, c'est une dame qui est non seulement auteure de plusieurs ouvrages et en même temps, elle a un parcours exceptionnel qui a aussi attiré notre attention. Je crois que pour cette édition, nous allons donc parler des ouvrages de Madame qui nous a fait l'honneur d'être là sur ce plateau. Et pour la petite histoire, il faut tout simplement dire que Madame Sophie Françoise est un produit type camerounais. Vous comprenez qu'elle a fait toutes ses études au Cameroun. Et il y a la particularité, c'est qu'elle est née à 1 novembre 1968. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec son parcours professionnel, elle a non seulement été inspecteur, et aussi ce qui est intéressant, c'est que dans ces ouvrages, nous avons des histoires qui sont intéressantes. Il y a donc 3 ouvrages que nous avons pu avoir. Il y a le dévoilement du silence, il y a la sonnette d'alarme et vous avez les couloirs du bonheur. J'espère que vous trouverez le bonheur dans cette émission. Alors bonjour Madame Françoise. Bonjour. Alors nous savons qu'il est de coutume dans notre émission de toujours intéresser nos téléspectateurs dans l'inspiration de ces ouvrages. Alors nous savons que le tout premier, c'est le dévoilement du silence, qui n'a pas forcément été facile parce que c'était votre premier ouvrage, mais on espère quand même que l'inspiration n'est pas quand même venue d'une planète autre que la Terre. Et comment est-ce que vous avez pu choisir le silence ou alors le dévoilement du silence et ne pas dire peut-être la fin du bruit? Pour le silence est dévoilé pendant qu'on y est. Je voudrais dire que le dévoilement du silence n'est pas mon premier roman. Le dévoilement du silence, c'est mon premier roman publié aux éditions L'Harmattan en 2010. Mais en 2007, j'ai publié aux éditions Clé. Mon premier roman, c'est Le trouble en héritage. Mais puisque nous parlons du dévoilement du silence, parlons-en. Il y a justement comme source d'inspiration, à l'origine nous avons une histoire vraie. C'est l'histoire vraie vécue d'une petite fille qui se retrouve dans mon voisinage, d'une petite fille d'à peu près 8 ans, qui se retrouve dans mon voisinage au moment où je viens de donner naissance à mon deuxième enfant. Et
c'est un enfant qu'on commissionne tout le temps, qui doit aller faire ci, qui doit aller faire ça. Et un jour, mon mari lui demande à ma voisine, mais on dirait que tu as adopté une petite fille chez toi. Et ma voisine lui répond, non, je l'ai achetée. Je l'ai achetée à 10 000 francs à la frontière du Nigeria. Alors, vous comprenez que quand on est une mère et qu'on a des enfants et qu'on se dise comment est-ce possible qu'un enfant de 8 ans ait pu être acheté à 10 000 francs. 10 000 francs. On se dit, rapprochons-nous un peu de l'enfant pour avoir le fin mot de l'histoire. Et effectivement, c'est une petite fille qui a été vendue par sa propre mère. Donc à l'origine, c'était cette histoire qui me pousse à écrire Le dévoilement du silence. Et je n'ai même pas changé le nom de cette petite fille qui s'appelait Glory. Et vous voyez que dans le début de mon histoire au moins, le nom Glory est resté, qui, à mon humble avis, signifie la gloire. Et le destin de cette petite fille ne semblait pas être glorieux. Il a bien fallu que la romancière transforme maintenant ce destin en quelque chose de plus glorieux. Voilà un peu l'inspiration du dévoilement du silence. Alors, ce qui est intéressant dans vos ouvrages, vous savez, le dévoilement du silence a été un tic pour nous, effectivement, de vous faire inviter, parce que normalement, malgré qu'il n'y a plus assez d'exemplaires, mais on a tenu à ce que cet ouvrage-là, on puisse en parler. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué effectivement dans vos ouvrages, c'est effectivement, vous voulez le souligner, le choix des personnages et surtout les noms que vous donnez à ces personnages. Et on sait toujours que la plupart des écrivains laissent toujours transparaître leur culture dans ce qu'ils font. Alors, effectivement, comment, quand vous faites vos travaux, est-ce que c'est un choix qui vient instantanément ou alors c'est votre tactique de pouvoir trouver des noms qui effectivement captent l'intérêt du lecteur? Alors, pour parler des noms, de l'inculturation, je dois dire que je vais l'évoquer très brièvement. Dans mon premier roman, je n'avais pas pensé que je devais mettre les personnages avec leur nom et dans leur environnement précis. Mais après, je me suis dit, je lis beaucoup. Et lorsque je lis les ouvrages des Français, des Italiens, des Belges, je me rends compte que là-dedans, les personnages, les lieux, il m'est arrivé de visiter un endroit que j'ai découvert à travers un livre et de me rendre compte que cet endroit existe. J'ai été au centre de Barcelone et quand vous lisez un livre qui vous décrit le centre de Barcelone, vous vous retrouvez à l'endroit. Et je me dis, mais pourquoi nous, on ne parlerait pas des endroits de chez nous? Pourquoi on ne vanterait pas la culture de chez nous? Si on sait qu'il y a une plage à Brest, c'est parce que Prévert l'a dit. Pourquoi ne saurons-nous pas qu'il y a un arbre à Bondé? Un arbre auprès duquel les vieux vont chercher l'inspiration. Il faudrait que nous développions également notre culture à travers notre écriture. Parce qu'en réalité, nos personnages, les miens, évoluent dans un environnement qui est le mien. C'est leur environnement culturel, c'est leur espace. Et c'est leur cuisine. Et c'est pour cela que vous retrouvez et l'art culinaire, et les lieux, et les noms des personnages. Parlons-en. L'onomastique et les noms ne sont pas choisis au hasard. Pas du tout. Parce que le personnage de Glory, je n'ai pas cherché son nom. C'était le personnage de la petite fille. Et dans l'œuvre, le personnage se transforme. Il va de Glory à Tanti. Tanti, c'est Mbombo Sita, c'est son homonyme tout simplement. Quelqu'un qu'on appelle Mbombo, et dans le livre, on explique bien, Mbombo, c'est l'homonyme. Mais il se trouve que dans plusieurs de nos familles, quand les enfants trouvent une bombo, ils se disent on ne peut pas directement appeler une bombo par son nom puisqu'elle s'appelle bombo. Il faut mettre Sita Mbombo ou quelque chose dans ce registre-là. C'est comme ça que l'autre se retrouve, la mère qui récupère la petite Tanti s'appelle Mbombo Sita. Et bon, Sita étant Tanti, on a un peu transformé le nom de la petite, mais c'est l'homonyme de sa mère adoptive, tout simplement. Alors, ça veut dire qu'on comprend que non seulement vous avez fait la faculté des sciences et lettres, cela suppose que même la couleur de l'ouvrage, parce qu'on s'est attardu sur effectivement l'image, et la couleur, c'est la couleur jaune que vous avez bien choisie. Cela suppose que tout est calculé, et même l'image qui est reflétée dans votre ouvrage. Alors,
il y a ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est la manière à laquelle vous abordez les textes. Et surtout, il faut dire à nos téléspectateurs que non seulement l'histoire est intéressante, mais en plus de cela, vous avez des termes propres à vous que vous utilisez. Cela, je renvoie effectivement les téléspectateurs dans le langage de la langue française que vous maniez très bien, parce qu'effectivement vous êtes diplômé de la langue approfondie, donc cela suppose que vous maîtrisez ce que vous faites. Alors, il y a quelque chose qui attire notre attention, effectivement. Est-ce que le fait, puisque quand vous parlez de l'histoire, vous dites qu'elle est touchante, effectivement, nous, ça nous a touchés. Est-ce que c'est le fait que cet enfant soit vendu, l'acte qui a été posé à 8 ans, ou alors c'est l'étonnement du fait que cet enfant soit monnayé à un tel prix? Naturellement, l'être humain n'est pas à vendre. Je ne pense pas. C'est pas un problème de 10 000 francs. Oui. On aurait pu la vendre à 1 million, à 10 millions, à 1 milliard de francs. Mon problème aurait été le même. L'être humain n'est pas à vendre. C'est pas du bétail. Donc le principe du respect de la vie, c'est cela à l'initial. Ce n'est pas tant le prix qui m'a touché. Mais maintenant, le lecteur peut peut-être se dire on aurait pu la vendre à 20 000 francs. Moi, je pose les problèmes. Je pose le problème. Je ne me positionne pas en donneur de leçons. Mais je me dis, un enfant de 8 ans qu'on vend pour aller s'occuper d'un autre enfant. Pourquoi vendre un enfant? Pourquoi acheter un enfant? Malheureusement, en lisant le texte, on se rend compte que c'est parce que c'est une fille. Sa mère a eu des jumeaux et il faut s'occuper des jumeaux. Alors, vendre la fille pour pouvoir s'occuper des garçons, et ce n'est pas un problème culturel camerounais seulement. Il y a une semaine à peu près, j'ai suivi un reportage sur Télématin, je crois qu'on parlait de la Grèce. Et on expliquait que les noms, si vous vous appelez Tipras, l'épouse c'est Madame Tipra, parce que la femme n'a pas le droit de porter ce S-là. Et ils sont allés plus loin en disant que même quand vous déposez votre CV, vous mettez père de 2 enfants et de 2 filles. Comme quoi, au XXIe siècle, il y a encore des sociétés dans lesquelles les filles ne sont pas considérées comme des enfants. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème de notre culture. C'est que ce soit parce que l'enfant a été acheté à ses propres, suivant ses propres dires, à la frontière du Nigeria, que ça sera un problème nigérien ou un problème camerounais. C'est un problème mondial, hélas. Et moi, je le pose tout simplement à vous de voir s'il est humain, s'il est normal de vendre un enfant parce que c'est une fille. Alors, effectivement, c'est un problème qui a toujours été posé, que ce soit par nos ministères. On a tout un ministère qui est en charge effectivement de la femme et qui a toujours œuvré dans ce sens, parce que effectivement, vous allez me demander pourquoi je le dis, parce qu'on a remarqué dans toujours ce genre d'histoire, il y a toujours ce phénomène, c'est les femmes qui sont toujours beaucoup plus vendues. Vous voyez, dans nos rues, il y a plus des femmes qui vont dans le commerce, et en réalité, les hommes sont plutôt protégés, parce qu'il y a déjà une certaine moralité qui voudrait, quand on a besoin d'un enfant, qu'on souhaite plutôt avoir un garçon qu'une fille. Et cela, effectivement, c'est un problème culturel qui s'étend pas seulement à l'intérieur de notre pays, mais au-delà des frontières, comme vous l'avez souligné. Alors, quand vous faites votre rédaction, vous avez des mots que vous faites comme choix pour nous permettre effectivement d'acquérir. Et vous savez qu'il y a un langage que vous avez utilisé dans votre ouvrage qui est, il faut dire, c'est un langage soutenu. Pourquoi est-ce que vous avez autant élevé la connaissance de la langue? Est-ce que vous avez tenu compte des lecteurs au choix de vos mots? Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Je commencerai par une, par rapport à... Vous avez relevé un problème culturel où vous pensez que chez nous, comme ailleurs, l'enfant c'est le garçon. Je vous dis non. Moi, je suis née d'une famille. Mon père a toujours dit qu'il a toujours misé sur ses filles. Ce n'est pas qu'il n'ait pas de garçons. Il a beaucoup de garçons. Mais pour lui, l'enfant, c'est la fille. Parce que la fille, c'est elle qui est proche de son père. C'est elle qui
elle ne part pas en fait, elle est toujours attachée à sa famille. C'est elle qui va permettre qu'on ait de la dot, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit dans cette optique-là. Si je suis assise ici aujourd'hui, vous parlez un peu de mon niveau de langue et tout. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait de longues études, mais je dois dire quand même que j'ai fait des études de lettres modernes françaises. Je suis en ce moment inspecteur pédagogique national de français au ministère des enseignements secondaires et pour ce qui concerne ce qui nous a réunis ici, secrétaire général de l'association des poètes et écrivains du Cameroun, camerounais qu'on appelle l'APEC. Alors, une fille qui va à l'école, ce n'est pas perdu. Et moi je me dis, quand je parle de moi, je ne pense pas que mon profil puisse être une perte pour mes parents, pour la société, pour mes patrons. Donc, je penche pour une égalité entre un enfant, c'est un enfant, que ce soit une fille ou un garçon, il devient souvent ce qu'on voudrait qu'il devienne. Parce qu'on peut avoir un garçon et il est casseur de maison. Et il vous arrache des sacs pendant que vous marchez. Et vous regardez votre garçon, vous vous rendez compte qu'il valait peut-être mieux ne pas avoir d'enfant que d'avoir celui qui va prendre les bandits à l'extérieur pour venir vous trancher le cou. On l'a vu à la CRTV. Quelqu'un qui se fait trancher le cou dans un champ par son propre enfant et on me demande si c'est un roman. Je dis non, j'ai vu à la télé. Alors ça c'était pour parler de cette question-là. Maintenant vous parlez de l'écriture, vous trouvez que c'est un niveau de langue assez soutenu. Moi je le trouvais courant. C'est peut-être un problème d'appréciation. Est-ce que j'ai laissé transparaître là-dedans ma formation de lettres modernes françaises, ma formation de professeur de français? Si vous le dites, je comprendrai que c'est cela. Mais en écrivant, je n'ai pas cru mettre là-dedans un niveau de langue assez élevé. J'ai pensé que c'était un niveau de langue courant auquel j'ai associé des expressions de chez nous. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a du bassa là-dedans, qu'il y a du beti là-dedans, à certains moments, parce que même si je fais des transcriptions, j'essaye de dire littéralement ce que cela signifie, je fais un mélange de langues à l'intérieur de mon texte. Je découvre par votre question que le niveau était assez élevé et je dois reconnaître que c'est la première fois qu'on me fait cette remarque. J'avais toujours pensé que c'était accessible. Mais il faut aussi dire que, puisque déjà vous savez que la plupart des écrivains et des littéraires qui font le choix de l'harmattan, c'est parce qu'ils se confrontent effectivement à un niveau de français aussi élevé, puisque nous savons que la maison est pilotée effectivement par la France qui est déjà à l'origine de ce JO. Alors il y a ça, effectivement il y a ce qui est aussi intéressant que certains ont trouvé, c'est que vous faites assez bien de compter un peu l'histoire et ça touche plus d'un. Et ça aussi, ça nous a permis aussi de comprendre que les travaux que vous avez menés, c'est-à-dire les autres ouvrages qui ont marqué votre passage, sont aussi intéressants. Alors, la question pour sortir du premier ouvrage est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on trouve que, parce qu'à l'époque, comme vous dites, c'était pas le premier, mais quand on a essayé de remarquer les ouvrages qui ont un peu marqué votre, je vais dire langue, on en trouve effectivement le dévoilement du silence. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une pertinence ou alors une appréhension que l'ouvrage que vous avez peut-être fait dans un cadre, vous étiez seul et qu'à un moment donné, on a publié et que ça a atteint certaines frontières. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez fait du bon travail dans cet ouvrage-là? J'avoue que c'est une question embarrassante. Il ne m'appartient pas d'être jugé parti. Je sais quand même que ma posture d'écrivaine, je suis seule dans ma chambre lorsque j'écris, mais je me représente un auditoire. On écrit pour être lu. Je n'ai jamais écrit et publié mon texte en me disant
je vais le garder pour moi. En ce moment, il y a des étudiants qui travaillent là-dessus et à l'université de Yaoundé 1 et même au Canada, j'ai des étudiants qui font leur master sur mes textes et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que je suis satisfaite de mon texte, du chemin qu'il est en train de parcourir? Là, je dirais oui. Mais est-ce qu'il est un bon livre? Est-ce qu'il appartiendra aux critiques littéraires? Non, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes déjà dans cette émission, c'est que c'est un bon ouvrage et que ça a été apprécié. Donc, c'est ce retour du travail que vous avez fait qu'on en avait besoin, parce qu'il est intéressant que quand vous faites aussi un bon travail, que vous ressentez que vous avez pu faire quelque chose, parce que vous savez en tant qu'écrivain, vous représentez le monde, comme vous dites, et c'est une histoire par rapport à ce que vous écrivez qui effectivement redéfinit certains contextes de notre vie sociale. Alors nous allons tout simplement prendre une légère transition pour permettre effectivement de recevoir sur ce plateau notre expert qui est là toujours avec nous pour essayer d'en parler, des métiers de la littérature qui sont aussi représentés effectivement dans cette émission. Nous nous retrouvons juste après. Alors amis téléspectateurs, merci de toujours être là pour ce programme qui est un programme qui nous envoie un peu dans les couloirs effectivement de la littérature et surtout des bibliothèques. C'est des grands ou alors cet endroit qui représente le patrimoine intellectuel. Alors aujourd'hui nous recevons toujours comme il est de coutume des écrivains, des auteurs sur ce plateau. Et nous recevons aujourd'hui Madame Sophie Françoise. Je m'arrête là parce que j'aime bien les deux prénoms et vous aussi à la maison. Alors, nous parlons tout à l'heure du Dévoilement du silence, qui est un ouvrage, un roman que vous avez tant apprécié et que vous pourrez toujours passer à l'Harmattan parce que cela a été publié. Et aujourd'hui, nous allons donc aussi, toujours dans les écrits de Madame, essayer de voir aussi un ouvrage qui est intéressant que vous avez sollicité aussi, Les couloirs du bonheur. Alors les couloirs du bonheur, forcément je me dis que c'est un cadre intellectuel. Quel est ce bonheur que Madame parle? Est-ce que c'est un bonheur, une réussite du matériel? Est-ce que c'est un bonheur psychologique ou moral? Ou alors c'est tout simplement la fin de l'ascension d'un homme qui a tant cherché et qui a réussi? Pourquoi est-ce que vous parlez des couloirs du bonheur? D'où vient l'inspiration, bien sûr? Le titre Couloir du bonheur, je le donne dans mon texte quand je suis déjà assez avancé. Je ne me lève pas en disant je vais écrire les couloirs du bonheur. Je commence à écrire et puis quelque part j'écris. Les couloirs du bonheur sont parallèles et chacun a le sien. Et je me dis mais ça je pourrais bien prendre le titre Couloir du bonheur. C'est vrai, à la première lecture, on a l'impression qu'il s'agit d'un roman à l'eau de rose, mais c'est vraiment trompeur. Et quand vous avez parlé de la première de couverture tout à l'heure, vous voyez sur la première de couverture ce personnage qui s'en va. C'est quelqu'un qui part, la quête de l'ailleurs. Vous avez deux personnages. Finalement, il est difficile, suivant les critiques, de dire lequel des deux est le personnage principal. Parce qu'en réalité, il y a l'un d'eux qui ne va pas à l'école, qui est choyé par ses grands-parents, ainsi de suite, alors qu'il y a un autre qui est vraiment maltraité et qui va à l'école. Au hasard d'une rencontre, les deux enfants vont se croiser et chacun va voir en l'autre un personnage heureux. Toi, tu es heureux parce que chez toi, on t'aime, on prend soin de toi, on s'occupe bien de toi. Et l'autre, puisque les deux se sont retrouvés dans un marché périodique, dans nos forêts, justement, la scène se déroule à Sombengue. Et pendant que, après la vente du cacao, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent acheter des sardines pour amener au village. Sauf que l'un d'eux regarde les boîtes de sardines, les retourne, met certaines dans le sac et laisse d'autres. Alors son ami, celui qui est choyé, il n'a jamais été à l'école. Il demande quand même à son ami à quel exercice de sorcellerie il est en train de se livrer là. Comment ça se fait qu'il choisisse certaines boîtes de sardines et qu'il en laisse d'autres alors que vraisemblablement elles sont toutes pareilles. Et l'autre lui dit, je regardais tout simplement la date de péremption.
Et c'est là où le petit se rend compte que mais il est le plus malheureux du monde parce qu'il ne sait pas lire. Et il faut qu'il fasse tout pour apprendre à lire. Et vous voyez que, je le reprends d'ailleurs, ce fameux texte de John Ford qui dit « Le bonheur est dans le pré, causez vite, il va filer. Chacun voit en l'autre un enfant heureux. » Et vous voyez, pendant que Paul Ford, je vous l'ai dit, pendant que celui qui va à l'école se dit « Moi, je suis vraiment maltraité, je suis le plus malheureux du monde », l'autre se dit « Moi, il y a quelque chose de fondamental, je ne sais pas lire. » D'où les couloirs du bonheur. Chacun se représente son bonheur. Et cette fameuse quête de l'ailleurs, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, et je ne parle même plus seulement de jeunesse, la population africaine a vu en l'ailleurs l'endroit où il faut être heureux. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans les bateaux pour partir? Pourquoi est-ce qu'on fait tout, on est prêt à tout vendre pour aller vers l'ailleurs? Pourquoi à la dédicace de cet ouvrage a été dédicacé 3 jours après la catastrophe de Lampedusa. Et on m'a demandé si j'avais prédit la catastrophe de Lampedusa. Je dis vraiment, je n'avais jamais pensé à cette catastrophe, même si moi je pense, la thématique c'est le retour, hein, c'est la problématique du retour. Je me dis, partir, d'accord, je fais partir mon personnage comme tout le monde, mais la galère qu'il rencontre en France et partout, il se dit non, il vaut mieux souffrir chez soi. Moi, je suis pour le retour. C'est pour ça que je me dis, on ne peut pas tracer la voie du bonheur pour quelqu'un. Ce qui vous rend heureux ne me rendrait forcément pas heureux. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours, hein, on a toujours, vous parlez là de quelque chose qui touche beaucoup. Et dans l'ouvrage, effectivement, le personnage étant orphelin, est-ce que vous avez ce sentiment-là que des événements malheureux s'entourent toujours des personnes abandonnées, soit d'un père, soit d'une mère, en fait, je veux dire des orphelins? Est-ce que leur nature par origine, hein, leur permet toujours, ou alors amène toujours le fait qu'il ne soit pas toujours, il n'est pas, comme on dit, une pelouse aussi bien tracée. Est-ce que ce sont les germes qui tirent toujours ce malheur, ou alors vous dites, bon, en fait ça dépend juste de là où on est né, ou quoi? De toutes les façons, c'est une approche que je ne veux pas avoir. Un enfant qui a ses parents est un orphelin en puissance. Nous sommes sur un plateau télé. Pouvez-vous me dire si vous avez votre père, s'il sera vivant demain? Vous êtes incapable de le dire. Vous pouvez rouler sur l'or aujourd'hui et vous retrouver demain dans une situation la plus misérable du monde. Si demain vous vous réveillez et vous avez perdu la vue, les jambes, une catastrophe est vite survenue. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait des germes du malheur en certaines personnes et que d'autres soient. Non, je me dis plutôt, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a rien de désespéré. On doit pouvoir se donner les chances de réussir. Un orphelin, lorsque ses parents ne sont pas là et qu'il n'est pas bien encadré, a nécessairement plus d'efforts à fournir que d'autres. Et puisqu'il a plus d'efforts à fournir que d'autres, il peut être appelé à réussir mieux que d'autres. Parce que d'autres qui se disent « je n'ai pas besoin de chercher du pain, de toute façon j'en ai », qui ne ressentent pas souvent la nécessité de faire des efforts pour parvenir, pour avoir leur place au soleil. Disons-le, c'est quelque chose que je dis beaucoup dans la sonnette d'alarme. Ceux qui se disent qu'ils n'ont plus d'efforts à fournir pour avoir leur place au soleil sont finalement ceux qui peuvent ne pas réussir dans la vie. Parce qu'avoir de l'argent, c'est pas forcément réussir. L'argent, on l'a pour faire quelque chose. Mais l'argent ne confère pas l'excellence. L'argent ne confère pas la compétence. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est un moyen d'avoir un certain nombre de choses. L'argent, c'est ce qu'on a. Mais la grandeur, c'est ce qu'on est. Il faudrait qu'on le comprenne. Alors, justement, parce que c'est un ouvrage qui tend beaucoup, effectivement, dans le social et qui révèle des aspects un peu... Vous m'envoyez ravi quand vous dites que la plupart de ces orphelins, au contraire, devraient plutôt s'en réjouir parce que ça leur permet effectivement de pouvoir fournir plus d'efforts que d'autres qui
se lèvent avec 2 parents qui travaillent parfois, d'autres des comptes sont bourrés en attendant l'âge tout simplement de pouvoir manier cette richesse. Et ça fait qu'à un moment donné, on est toujours plus attendre dans je veux dire, à être toujours faible dans la vie. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le social aujourd'hui dans des pays encadre effectivement, permet à ce que ceux-là, comme vous dites, qui sont des orphelins en puissance, de pouvoir s'endosser et pouvoir, par leurs efforts, pouvoir réussir? Parce que nous savons que aujourd'hui, la vie n'est plus comme elle était avant, aller en brousse, apprendre le métier de papa ou apprendre le métier que vous trouvez, cela qui vous encadre, faire. Aujourd'hui, chacun peut faire le choix selon ce qui l'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la société qui est interpellée et aussi des politiques, est-ce que vous pensez aujourd'hui ce cadre est vraiment formel pour permettre à ce que ceux-là qui se donnent puissent espérer effectivement que leurs efforts soient effectivement récompensés? Je dirais que d'emblée, le social, c'est tout le monde. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est vrai que dans un cadre purement institutionnel, nous avons des ministères, des affaires sociales, nous avons des protections des personnes âgées, des enfants de la rue. Il y a tout un ministère qui s'occupe de cela. Il y en a même 2, parce que même protection de la femme et de la famille, ça rentre également dans le social. Même ministère de la jeunesse, même la jeunesse, ça rentre également dans le social. Au niveau institutionnel, je pense que les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent. Mais qu'est-ce que c'est que le social? Est-ce qu'ils peuvent être partout, dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans tous les recoins de la vie, de notre ville et de notre pays? Je prends un exemple simple. Vous êtes chez vous, là, dans votre maison. Voilà un petit enfant qui passe, qui a faim, et qui sonne chez vous et qui vous demande du pain. Vous n'allez pas dire que ce soit le ministère des enseignements, je sais pas moi, le ministère des affaires sociales qui doit s'en occuper. Le social, c'est tout le monde. Qu'est-ce qui est à votre portée? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à un enfant qui a besoin de vous? Ça peut être des vêtements, ça peut être des chaussures, ça peut être l'argent de taxi, ça peut être la nourriture simplement. Donner un visage plus humain à notre société, c'est apporter chacun, en ce qui le concerne, un coup de main à celui qui passe près de lui. Pourquoi passe-t-il près de vous, cet enfant qui va à pied à l'école, pendant que vous traversez avec votre voiture vide? Vous avez de la place, peut-être que c'est le camarade de votre enfant, vous le laissez et vous partez, vous dites l'État ne fait rien pour lui. Qui doit le faire? Pourquoi passe-t-il par votre chemin? Lorsque nous aurons compris que nous sommes tous de passage sur une terre qui n'est pas la nôtre. Ça, si on n'a pas compris ce détail, on vit différemment. Mais quand on sait que quel que soit, pour ceux qui ont des records de longévité, je leur donne 100 ans, en 100 ans, vous faites votre passage et vous en allez. Accumuler des milliards. Vous les laissez. C'est pas pour vous. Et vous partez comme vous êtes venu. Passe avec vos milliards, pas avec vos voitures, pas avec vos maisons. Pourquoi votre passage sur la terre ne devrait pas être un moment de rencontre et de joie, que les personnes qui vous rencontrent sachent qu'ils ont rencontré quelqu'un qui leur a apporté quelque chose dans leur vie, au lieu d'attendre toujours que ce soit l'autre qui fasse. Faisons ce qui est chacun de nous à notre portée. Et moi, je pense que si chacun peut s'occuper d'un orphelin à côté de sa maison, d'un enfant là, ainsi de suite, il y aura toujours des ministères, il y aura toujours un cadre institutionnel. Mais cela n'empêche pas que chacun à son niveau puisse faire ce qu'il peut faire pour un enfant. Alors, justement, parce que dans l'ouvrage, on remarque effectivement cet apport de ce personnage qui vient de l'amour de cette grand-mère qui, effectivement, c'est pour dire que l'amour ou alors l'intérêt qu'on pourrait porter aux orphelins ou alors à ceux qui sont autour de nous ou à nos voisins n'est pas forcément du matériel, mais qui est de l'instinct qui est en nous. Cet amour qu'on donnerait à une femme qu'on aime, on pourrait le donner à un voisin qui n'est pas de notre ethnie, par exemple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'on est trop mis dans la tête
du citoyen que tout vient de l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens abandonner des plantations, se retrouvant en ville, et quand vous leur posez la question pourquoi ils l'ont fait, ils vous disent non, j'attends que le président de la République fasse telle chose ou tel ministère fasse telle chose. Est-ce que ce n'est pas un échec de culture? Est-ce que ce n'est pas effectivement ces institutions qui ont instauré cette idée dans des citoyens au point où ils comprennent que tout ne peut venir que de l'État sans qu'eux-mêmes ne fassent quelque chose? Je pense que dans notre culture, tout n'est jamais venu de l'État. Ça ne peut pas être un problème culturel. Quand vous lisez Les couloirs du bonheur, dès les premières pages, vous tombez sur ce qu'on a appelé la cabane du passant. Ça se passe comment dans notre Afrique traditionnelle? Il y a des pistes, il n'y a pas des rues ou des routes goudronnées comme maintenant. Vous partez d'un village à un autre village et vous vous rendez compte que à un moment donné il y a une cabane qui est faite là, il y a de l'eau, il y a des bananes, parfois même des arachides. C'est fait pour le passant. Vous allez vous asseoir, vous allez vous reposer un peu, vous allez boire un peu d'eau, manger une banane, prendre quelques arachides, griller et poursuivre votre chemin. C'est pas l'État qui le faisait. Ça veut dire que dans notre Afrique traditionnelle, nous avons toujours eu ce souci de partage. Le partage, la solidarité. Il y avait même dans certaines maisons des chambres pour des étrangers. Une chambre qui est faite, elle est là. Le jour où il y a quelqu'un qui est de passage, il dort là, il est bien accueilli, on lui met sa lampe tempête. Ça, ce n'est pas l'État. Je pense que nous avons une vision de la culture d'autrui. Ce n'est pas notre culture. L'Africain, d'une manière générale, est accueillant. L'Africain est solidaire. Et solidarité, ça ne veut pas dire que l'État n'a pas son rôle. L'État a son rôle à jouer. C'est un rôle de régulateur. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'État que je vais dire, moi, je vais chercher du travail en ville. J'ai souvent dit aux jeunes, je suis d'accord qu'on vienne me dire, j'ai une licence en lettres modernes françaises, j'ai un master en droit, je m'en vais chercher le travail. D'accord. Qu'est-ce que je sais faire? Le jour où c'est à cette question qu'on répondra, on aura fait beaucoup. On aura fait beaucoup. Parce que nous avons pris l'habitude de brandir le diplôme. Mon fils est licencié. Mon fils a eu un master 2. En quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire? Un chef d'entreprise aujourd'hui ne va pas vous prendre parce que vous avez un doctorat en droit public. Il vous prend parce que dans sa structure, il y a un poste que vous pouvez occuper. Il y a des tâches, il y a des tâches à remplir et vous pouvez efficacement remplir ces tâches. Il faut qu'on apprenne à faire quelque chose. Si je sais m'occuper d'un champ, de ma bananeraie, pourquoi est-ce que je vais laisser ma bananeraie pour aller errer en ville parce que je vais chercher du travail? Je ne vais pas trouver de bananeraie en ville. Si je sais faire autre chose, tant mieux. Aujourd'hui, si pour parler de moi, j'ai appris à enseigner, que ce soit mes étudiants de l'école normale supérieure ou mes élèves des lycées, j'ai appris à enseigner. C'est ce que je sais faire. Je le leur donne. J'ai reçu, je dirais gratuitement, je sais que je me retrouve devant des étudiants, devant des élèves qui veulent apprendre. J'ai la capacité de leur donner ce dont ils ont besoin. Mais prenez-moi, malgré tout ce que vous pouvez lire, doctorat, ainsi de suite, mettez-moi dans une situation où le service que vous me demandez, je ne sais pas le faire. J'ai beau avoir le niveau intellectuel que j'ai, je ne le ferai pas, parce que cela ne cadre pas avec mes compétences. Au lieu de dire quel diplôme j'ai, je dois dire qu'est-ce que je sais faire. Et je fais bien ce que je fais, cela me suffit. Alors, je crois que nos téléspectateurs seront satisfaits et sont satisfaits de vos éclaircies. Et surtout que, il faut le dire, hein, quand on est toujours en face d'un professeur, il y a toujours cet esprit de pouvoir nous enseigner. Alors, nous allons donc, comme nous allons déjà vers la fin de ce programme, il y a donc la sonnette d'alarme qui est aussi, au départ de cette lecture, on a cru que c'était un langage aux politiciens, parce qu'on a toujours remarqué des chefs des partis politiques qui ont toujours ces termes dans la bouche, les sonnettes d'alarme qui tirent. Mais on a compris plutôt que c'était plutôt de l'autre côté. Et la sonnette d'alarme aujourd'hui, quand on essaie de voir, on a l'impression que il y a de la culture religieuse dedans. Est-ce que c'est notre
façon de voir, ou alors c'est ce que madame a voulu laisser transparaître dans l'ouvrage? Parce que vous parlez plus de la religion. Je ne sais pas si je parle de la religion ou c'est mon personnage qui est ancré dans la religion. C'est un personnage qui est chargé d'une mission assez particulière. Oui. C'est vrai que dès sur la première de couverture, on a les cloches d'une église. Les cloches, elles sonnent. Hein. Elles sonnent, oui. Elles sonnent. Vous voulez les entendre, vous les entendez. Mais si vous ne les entendez pas, elles n'arrêteront pas de sonner. C'est un peu le rôle de mon personnage ici. Oui. C'est vrai que c'est un personnage assez mystérieux, puisqu'on lui dit tu vas naître, tu vas aller dans le monde et tu vas faire ceci. Il est chargé d'une mission, je dirais, quelque peu mystérieuse. Mais sa mission est simple. Essayez de dire aux gens ce qu'il est bon de faire. Voilà. Que ce soit sur le plan de la religion, entre les couples, sur le plan politique, sur le plan culturel, ainsi de suite. Il va de lieu en lieu, de maison en maison, de situation en situation. Partout où il se retrouve, il est comme la cloche qui sonne, la sonnette d'alarme, comme pour dire attention. Dans son établissement, il attire l'attention de ses camarades sur le fait qu'il a l'impression qu'ils rament un peu à contre-courant. Est-ce que c'est comme cela qu'il faudrait faire? Voilà dans l'établissement, voilà dans le lieu de service, et c'est vrai, il va se retrouver dans son église, même si cela est voulu par l'auteur, qu'il y ait un tel rassemblement à ce niveau, au niveau de l'église, qu'il puisse parler à ceux que j'appelle dans le texte les visionnaires, les tortionnaires, et puis les autres, ceux qui sont au milieu. Donc c'est un personnage qui tire la sonnette d'alarme, c'est un personnage qui du début jusqu'à la fin est venu dans son monde, dans l'univers du roman, pour dire attention, voilà ce qui doit se faire. Parce qu'il y a, et je vais citer Hubert Monondiana, qui dit il y a comme une normalisation de l'écart et un écart de la norme. Et le personnage est celui qui vient dire attention, il y a des lois, il y a des textes, qu'ils soient bibliques, qu'ils soient institutionnels, voilà ce qu'il faut faire. Mais on a l'impression aujourd'hui que les gens, justement, veulent faire ce qu'on ne doit pas faire. Regardez dans nos rues. Lorsque le feu est rouge, tout le monde passe. Si mon personnage s'arrête là et dit non, on doit s'arrêter au feu vert, c'est son rôle de dire quand c'est rouge, les voitures s'arrêtent et les piétons passent. Mais maintenant, vous vous rendez compte que tout le monde passe. N'essayez pas de dire à quelqu'un, c'est un mouf qui vous balance en passant. Dans les rues, c'est ce qui se passe. Fréquent. Vous ne pouvez plus ouvrir la bouche pour dire à un enfant, faites un peu attention, tu es qui, tu n'es pas ma mère. Avant, ce n'était pas comme ça. On pouvait bien s'adresser à un enfant qui n'est pas sorti de votre ventre. Parce que vous vous dites, vous êtes dans une posture d'aîné où vous pouvez apporter quelque chose. Mais tout le monde rejette tout d'un revers de la main. Il y a un personnage qui est de passage, mais partout où il passe, il vous dit attention, ce n'est pas comme cela que cela devrait se faire, et il poursuit son chemin jusqu'à ce qu'il accomplisse son destin. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait encore aussi facile, avec la laïcité qu'on brandit tout le temps, qu'il y ait effectivement cette cohésion sociale dans la pensée, alors qu'on en trouve aujourd'hui une multitude effectivement d'églises et qui projectent effectivement des enseignements parfois qu'on se demande si c'est véritablement pour ceux qui lisent de la Bible, si c'est véritablement de la Bible qu'on parle de là-bas, et qu'on laisse faire, parce qu'effectivement quand vous le dites, on en a vu, il y a beaucoup qui se perdent dans ces endroits-là et qui sont parfois trompés, trahis, et alors on parlait tout à l'heure de l'État et on a l'impression que l'État abandonne ces gens à bout de chemin. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'avec la sonnette d'alarme, effectivement, qui a un modèle d'une prophétie qui va dans le sens effectivement de ramener des gens dans l'idée de base qui est la fraternité, la solidarité, tout ce qu'on pourrait développer, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette cohésion sociale peut revenir dans la norme comme vous dites, parce qu'effectivement la norme est écarté, voilà. Et l'écart est nommé. Oui. Parfois on a l'impression même de certains boulots qui à un moment donné n'ont rien à y voir avec la vision de l'État, mais qui sont devenus plutôt des modèles qu'on brandit et on dit voilà tel qui fait ceci. Est-ce que vous pensez que ça peut revenir aujourd'hui sans qu'il y ait une main forte?
C'est très court, mais sur la 4e de couverture, c'est justement mon personnage qui parle à un autre. Tout en parlant, j'avais fait une petite tache noire au centre d'une feuille blanche de format A4. Je soulevais la feuille et lui demandais ce qu'il voyait. « Je vois une tache noire », répondit-il assez nerveux. « Parfait, dis-je. Mais remarque que la tache noire n'occupe qu'un centième de la feuille. Et que fais-tu de toute cette surface blanche qui entoure la tache ? C'est ce qu'il y a de bon dans l'humain, mais que l'on ne voit pas, parce qu'on se focalise sur l'erreur. Moi, je trouve que c'est assez apocalyptique de décrire la situation d'aujourd'hui comme la plus catastrophique du monde. Il y a du bon, mais je pense que cette image, elle est même télévisuelle, cette conception. S'il ne se passe rien, Line TV ne va pas dire « Voilà, aujourd'hui, il ne s'est rien passé, les enfants vont à l'école normalement, ils rentrent, il n'y a rien. » Vous allez trouver que ce n'est pas important de le dire. Parce que vous cherchez l'événementiel, parce que vous cherchez l'incident. Si on vous dit on a agressé quelqu'un, là ça devient intéressant. Il faut montrer aux gens qu'on agresse. Pourquoi ne peut-on pas montrer quand on n'agresse pas? C'est une vision du monde que les médias partagent, qu'ils propagent. Et les gens finissent par se dire, c'est important de le savoir quand il y a un problème. Ça peut aussi être important de le savoir qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce qu'il n'est pas normal qu'une famille se réveille un matin et vive en cohésion jusqu'au soir? Mais ça, vous ne le montrerez pas. Vous attendrez la famille dans laquelle il y a un coup de poing le matin, vous allez dire là on a claqué quelqu'un, il faut qu'on le montre. C'est un modèle. Et moi je me dis, pourquoi voir toujours la tache noire sur une feuille de papier A4? Il y a beaucoup de blanc. Ça veut dire que tout n'est pas parfait, à mon humble avis, mais tout n'est pas noir. Et cette histoire de penser que la résolution du problème doit toujours venir de l'autre. Dans ma langue, on dit que quand tu indexes quelqu'un, le pouce te regarde. Je dirais même que les autres doivent te regarder. Parce qu'il n'y a pas que le pouce, il y a les trois autres. Chacun doit jouer sa partition. Nous sommes dans une société où chacun a quelque chose à faire. Les proverbes de chez moi, l'un d'entre eux dit encore que les doigts de la main ne sont pas égaux. On ne va pas demander au pouce de faire le travail de l'auriculaire. Le pouce n'entrera pas dans votre oreille. L'auriculaire rentre dans l'oreille parce que, oreille, auricule, il peut y entrer parce qu'il est petit, il est fait pour ça. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de faire le travail de l'autre. Il suffit, à mon humble avis, que chacun fasse précisément ce qu'il a à faire et tout le monde s'en trouve bien. Le problème souvent, c'est de ne pas faire ce qu'on doit faire et d'aller regarder ce que l'autre a fait ou ce que l'autre n'a pas fait. Et la sonnette d'alarme, c'est simplement cela aussi. Dire attention, il ne faut pas rejeter l'humain. De but en on ne va pas recréer un homme. Si notre Créateur a jugé bon de les créer, qui sommes-nous pour les juger? Nous ne sommes pas là pour les juger. Nous pouvons attirer l'attention d'une personne sur ce qu'elle fait, mais nous-mêmes, si on s'assure que ce qu'on fait, on le fait bien, bien faire et laisser dire. C'est pas « oh, moi j'ai fait », non, on fait bien et on laisse dire les autres. Si chacun fait bien à son niveau, on va se rendre compte que finalement, tout le monde fait bien. Alors, tout le monde fait bien. Cela suppose qu'on peut ne pas être d'accord avec les dires de tout et chacun, mais il ne faudrait pas créer de la haine pour cela. Que non. Voilà, je crois que nous sommes donc à la fin de cette émission. Toute la grande équipe de Line TV qui s'est mobilisée pour effectivement produire cette émission. Et nous remercions aussi Madame qui a fait le déplacement pour être là. Et il faut dire que les ouvrages, vous pouvez les trouver. Il y a l'Harmattan. Pour le premier, il y a l'édition clé, vous avez dit. Et il y a pour la sonnette d'alarme, je crois que c'est à l'édition clé. Harmattan. L'Harmattan aussi. Et vous avez les couloirs, effectivement, du bonheur, qu'on peut aussi trouver à l'Harmattan. Donc je pense qu'il est tout à fait normal que vous y allez et que vous puissiez avoir votre ouvrage. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez le pressenti ou alors si vous pensez que madame à un tel développement, c'est que vous trouverez encore mieux dans des ouvrages, parce que je peux vous en dire que on y trouve du souffle quand on prend la peine de pouvoir les lire. Donc on se dit tout simplement à une prochaine fois. Merci. Et on vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie. Les spectateurs, merci toujours d'être là.
Alors, comme il est de coutume dans cette émission, nous recevons toujours un spécialiste pour essayer de naviguer et de nager un peu dans le domaine de la littérature et des métiers, parce que c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Que vous soyez éditeur, journaliste, écrivain, vous faites partie des métiers de la littérature. Alors, nous recevons toujours avec notre consultant qui est là, M. Ray Ndibi, qui nous fait toujours l'honneur d'être là. Alors, bienvenue, on ne vous présente plus trop dans notre émission. Merci, Richard. Alors, ce qui on devrait un peu savoir, c'est que la dernière fois, nous avons essayé de survoler les métiers un peu d'une manière générale. Alors, on voudrait donc savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la manière à laquelle certaines personnes s'adonnent dans ce métier, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes un acteur, puisque vous-même vous êtes écrivain, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du bien dans ce métier encadré par l'État? Bon, déjà, parler de l'encadrement de l'État, je crois que l'État n'est pas... L'État n'est pas là pour, je veux dire, faire naître des projets. Les auteurs, ils peuvent se réunir, ils peuvent former des collectifs et initier des projets. Avec des projets maintenant, ils peuvent les présenter aux institutions qui peuvent s'en occuper et à ce moment-là voir comment les choses vont suivre. Mais le contexte du Cameroun est un peu particulier. Ce que je dirais tout simplement pour balayer, bon, parce que l'État, je ne parle pas beaucoup d'État moi quand je parle d'initiative. L'initiative, elle appartient à l'artiste. C'est l'artiste qui doit être à la base de l'initiative et il doit savoir déjà qu'il faut bien travailler. Quand vous avez bien travaillé, vous n'avez pas besoin de l'État pour vous encadrer. De toute façon, l'État n'a pas apporté un encadrement, je veux dire, particulier à certaines personnes pour pouvoir exploser, pour pouvoir émerger. Je parle des auteurs en particulier. L'État ne viendra pas écrire à votre place. Déjà, pour être encadré, il faut produire quelque chose et il faut se mettre au travail. Quand vous faites ce métier, quand je prends par exemple le cas des journalistes, vous savez qu'à un moment donné, il y a eu une certaine réglementation où l'État a voulu effectivement formaliser le statut du journaliste en définissant déjà à la base les diplômes qui font référence et aussi en désignant justement la possibilité de pouvoir savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Alors, on comprend aussi bien que dans le domaine de la littérature écrite, pour des ouvrages, sinon tout le monde pourrait commettre un ouvrage et le mettre en circulation. Est-ce que cette inspiration aujourd'hui peut être épousée par les nouveaux venus s'ils voient du désordre? S'ils voient du désordre, déjà, il est clair que les choses n'avanceront pas. Vous n'avez qu'à prendre l'état de la culture à l'heure actuelle. Prenons la musique par exemple. Vous voyez, les anciens disent que la musique actuellement, c'est franchement, pour reprendre leur expression, du n'importe quoi. Bon, c'est ce qu'ils pensent. Que ceux qui chantent maintenant ne respectent même pas la musique. Donc ce qu'il faudrait, l'État ne peut pas venir réguler ces choses-là. Il faudrait déjà au niveau des studios, au niveau de la production, parce qu'il y a des personnes, revenons dans le cadre, dans le livre, vu que c'est ce qui nous intéresse, il y a des éditeurs qui ne veulent pas savoir si un livre il est suffisamment travaillé pour le faire paraître. Il y a beaucoup d'ouvrages dans nos librairies, dans des bibliothèques qui ne sont pas lisibles. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette influence, effectivement, vous avez parlé du fait des titres que certaines personnes brandissent, que ce soit des docteurs, des infirmiers, alors qu'en réalité, l'ouvrage n'a rien à y voir avec ce que vous avez comme matière grise dans la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez le fait qu'il n'y a pas assez de communication dans des ouvrages? Déjà, l'influence... Oui. Il y a une différence entre le livre que l'on a pensé et le livre que l'on a écrit. Il y a une différence entre le livre auquel on a pensé et celui qu'on a fini par présenter. Donc, quelqu'un peut très bien s'exprimer, quelqu'un peut avoir ses grands diplômes. Je citerai personne, mais nous avons étudié des ouvrages de professeurs agrégés, de docteurs et particulièrement des gens ayant étudié la langue française. Oui. Ils ont atteint des niveaux les plus élevés dans ce domaine, mais quand vous lisez le texte, il y a des
fautes que vous retrouvez, qui ne sont pas censées se trouver là. Vous allez lire, vous allez vérifier ailleurs dans l'ouvrage si c'était juste de l'inattention, mais vous voyez que la même chose revient. Mais ce n'est pas censé arriver dans de tels ouvrages. Peu importe le sujet traité importe très peu. La manière de présenter votre sujet importe plus que le sujet lui-même. Donc, cela, il faut véritablement le travailler. Le diplôme, il n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont d'une expression verbale très facile, mais quand il faut écrire, ça devient tout autre chose. Ça devient très complexe. Il faut respecter certaines règles. Que même certains anciens, nous avons beaucoup d'enseignants de français que nous recevons, et bien sûr après les ouvrages. Ce que vous remarquez, c'est qu'il y a énormément de difficultés quand il faut écrire. Quand vous avez fini d'écrire votre ouvrage, il faut le travailler. Ça, déjà, ils ne le savent même pas. C'est normal qu'ils ne sachent même pas ce qui se passe après. Donc, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont leurs livres qui moisissent chez leurs éditeurs. Ils sont à la maison, ils sont là, ils savent pas quoi faire. Même au niveau des étudiants, les gars qui ont étudié ces lettres modernes et autres choses là, nous en recevons, nous en formons beaucoup quand même, nous les aidons à revoir. Quand ils arrivent chez nous, on demande à quelqu'un, toi qu'est-ce que tu as étudié? Bon, moi j'ai fait ceci, ethno-stylistique ou je ne sais pas, ils ont plusieurs matières à l'université. Vous leur donnez un livre, vous leur demandez de lire, vous vous rendez compte qu'ils ne savent pas lire. Ils sont en maîtrise, ils sont en master. Vous vous rendez compte qu'ils ne peuvent pas véritablement lire un livre. Ce qu'ils vous disent, n'importe qui aurait pu vous le dire. Mais il y a tout ce problème. Quand vous parlez de communication, c'est véritablement de façon générale. Avant d'écrire un livre, pendant qu'on écrit un livre, après l'avoir écrit, il faut véritablement suivre un auteur. L'auteur a besoin d'un encadrement particulier. Il y a beaucoup d'associations au Cameroun, mais il y en a très peu qui s'occupent véritablement des auteurs, comme moins du livre. Donc c'est tout un problème, c'est un point de communication générale. Alors, nous vous remercions, Monsieur Raïn Dibi. Vous êtes notre consultant permanent. Vous venez à chaque fois que vous en avez besoin. Et nous serons toujours là pour vous inviter sur ce plateau. Et surtout, essayer d'éclairer notre auditoire et surtout les téléspectateurs qui sont nombreux, à toujours vouloir comprendre ce qui s'y passe. Et comme vous-même, en tant qu'écrivain, je crois qu'on aura aussi la possibilité vous-même de parcourir vos écrits et essayer aussi de les présenter ici. Je crois qu'on ne peut que vous remercier et remercier la grande équipe qui a produit cette émission. On remercie donc les téléspectateurs qui ont été nombreux à nous écouter et on se dit à la prochaine édition. Mais ce n'est pas ça l'objectif de la science. La science construit notre savoir-faire. Vous savez, la littérature ne se limite pas au maniement de la langue, mais à la façon dont un écrivain représente le monde. Le jeune homme s'entête à vouloir faire à ce qui se reconnaissent. Bah oui, il est marié, c'est une star, quoi. C'est quelqu'un qui a toujours eu tout le monde à ses C'est pour ça que lorsqu'on a interdit l'union des populations du Cameroun, les UPCistes sont entrés dans le maquis, c'est-à-dire dans la clandestinité.